On a bien compris qu'il y avait un approfondissement des connaissances qui était assez récent finalement, concernant les femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que le retard est comblé, tant en matière d'études, de recherche, qu'au niveau médical également? Professeur Dreyfus? Ah non, moi je ne pense pas du tout. Pas du tout, non. Je pense que tout ce qui a été dit montre au contraire que c'est juste, on est à l'étape de prise de conscience. Et qu'il y a énormément de choses à faire. Je vous dis, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la pharmacologie. La pharmacologie, c'est un domaine essentiel. Le mode de vie, je ne crois pas qu'on va revenir en arrière, par exemple, sur la pilule contraceptive. Maintenant, si pilule contraceptive et tabac continuent à faire ce mauvais ménage, il va bien falloir que les femmes prennent conscience que de fumer en prenant des contraceptifs, c'est mauvais. Malheureusement, vous savez très bien, comme moi, que vous avez beau répéter à l'encan, regardez le nombre de malades obèses, c'est invraisemblable. La population ne fait que grossir, à l'image de l'Amérique, en relation avec l'absence d'activité physique, et surtout, je crois, la qualité de ce qui est mangé, et par conséquent, on a beau le dire, je crois que c'est inefficace. Le rôle des médecins généralistes est essentiel, et ils n'ont pas le temps. Si vous voulez, on est dans une chaîne qui est insupportable, parce que on peut naturellement ostraciser certains groupes de médecins ou certains groupes sociaux, mais si on rentre dans la réalité quotidienne de ces gens-là, alors on est obligé de rentrer dans des considérations qui sont beaucoup plus bassement matérielles. Mais une consultation à 20 €, le médecin, pour arriver à s'en sortir, doit avoir un certain nombre de malades dans la journée. Il ne peut pas passer 2 heures avec quelqu'un pour le convaincre que de maigrir, c'est une chose essentielle. Et maigrir, ça ne se fait pas tout seul. Il faut avoir une volonté, il faut avoir un suivi. Donc on rentre dans une médecine qui idéalement devrait être différente et qui n'existe pas. Donc on parle de trucs scientifiques, mais ça n'existe pas. Moi, je ne suis pas certain que ce soit les médecins qui doivent répondre à tout. Parce que le traitement de l'obésité, la façon de se nourrir, la façon de vivre, ça déborde le cadre de la médecine. C'est l'ensemble de la société qui doit inventer éventuellement de nouveaux métiers, avec des modes de financement qui restent à étudier. Mais le médecin ne peut pas répondre à tout. À titre personnel, quand je vois des problèmes de nutrition chez quelqu'un et que je veux vraiment l'aider à maigrir, je l'adresse à une diététicienne ou à une nutritionniste, mais pas forcément une médecin, un paramédical. Non, mais ce que je veux dire, Nadir, c'est que je suis entièrement d'accord avec toi, que c'est pas forcément le rôle du médecin qui n'a pas le temps, mais au moins le rôle du médecin, c'est déjà de tirer la sonnette d'alarme. Or, il y a beaucoup de malades, quand on les voit au stade où moi je les vois, à qui jamais un médecin n'a dit il faut maigrir. Aujourd'hui, quelqu'un qui a trop de cholestérol, le premier truc à faire, c'est déjà de le mettre à la diète. Or, le problème, c'est qu'on donne aujourd'hui des statines, c'est plus facile. Parce qu'on est dans un rapport dans la société pour tout, on est dans un rapport où on va droit à la chose la plus facile, plutôt que de dire à quelqu'un, je vous donnerai les statines si vous avez perdu 10 kilos et que vous avez toujours un cholestérol élevé. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de médecins qui fassent ça. Donc on est dans une espèce de cercle de facilité, d'aller directement à l'immédiat, et on ne s'attaque pas à la racine du problème. Avec la contraception, c'est quasiment impossible, on ne va pas revenir en arrière. C'est comme le Moyen-Âge, puisque c'est un étendard de la liberté de la femme. On a bien compris que les connaissances sur le cœur des femmes étaient beaucoup plus récentes que sur celui des hommes. Est-ce que vous pensez que les médecins sont bien formés ou suffisamment formés aujourd'hui? Et est-ce que les femmes elles-mêmes ont suffisamment conscience des difficultés? Je ne crois pas que les médecins soient formés spécialement à ça, non. Il n'y a pas de cours spécial à l'heure actuelle à la fac de médecine sur le cœur des femmes, non. Mais je crois aussi que la prise de conscience est un petit peu récente. Vous avez montré des courbes, justement, et ça date des années 90, milieu des années 90, donc il faut beaucoup de temps pour que tout ça devienne inconscient et qu'il n'y a pas, que je sache, d'enseignement spécifique consacré à la femme dans les facs de médecine. C'est plus ou moins individuel, la formation de chaque médecin. Oui, non, mais j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit, mais vous savez que, en fait, les études de médecine sont parmi les études les plus stérilisantes intellectuellement, dans la mesure où, si vous voulez, on a fait des copier-coller successivement
depuis 30 ou 40 ans. La médecine d'il y a 40 ans n'a rien à voir avec la médecine d'aujourd'hui. Or, il faudrait avoir le courage de se débarrasser de certaines choses pour essayer de mettre en avant d'autres choses. Le problème aujourd'hui, c'est qu'à force de vouloir additionner les connaissances et faire que dans un temps très court, on finisse par balayer tout, on fait qui trop embrasse, mal étreint. Eh bien, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a des médecins qui, à mon avis, en savent moins sur les malades qu'on en savait il y a 40 ans où on ne connaissait pas la médecine. Alors, c'est un paradoxe que je défends, hein. Mais c'est pas loin d'être vrai. Il y a beaucoup de maladies qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas traiter, mais les médecins étaient les cliniciens. Je vais beaucoup plus loin. Les médecins aujourd'hui, paradoxalement, sont moins respectés qu'ils ne l'étaient il y a 50 ans, et la médecine il y a 50 ans était moins efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les médecins sont rentrés dans une chaîne qui est une chaîne technique. Un médecin aujourd'hui, c'est un technicien. Si un technicien se trompe, il est en tort. Si un technicien n'arrive pas à un résultat, il est coupable. Les médecins se sont mis eux-mêmes dans cette chaîne infernale. Il y a 50 ans, les médecins étaient des humanistes. C'était des gens cultivés, qui avaient des connaissances qui n'étaient pas que celles de la médecine, qui connaissaient l'homme. Or, dans une consultation aujourd'hui, vous avez toujours le même problème qu'il y a 50 ans. Vous avez quelqu'un qui a peur, qui est face à quelque chose qu'il ne sait pas, et c'est pas de l'étourdir et de le noyer sous une masse d'informations abscons, c'est d'essayer de se rapprocher de son problème humain. Alors si on ne parle pas de l'humain, alors on est dans deux mondes qui ne se rencontrent jamais, et c'est là que naissent des conflits, et c'est là que naissent le doute vis-à-vis de la médecine. C'est un vaste sujet qui n'a plus rien à voir avec le cœur des femmes. C'est ça, Saoudi, vous voulez apporter votre point de vue là-dessus ? Est-ce que c'est plus difficile pour vous de soigner le cœur d'une femme que le cœur d'un homme ? Probablement par manque de formation personnelle, par encore un certain degré de méconnaissance. Gilles a dit qu'il a appris plein de trucs en préparant ce speech, mais moi aussi. Parce que c'est en plus, ma sous-spécialité étant la rythmologie, ce n'est pas des choses que je lis très régulièrement, mais il y a à l'évidence un certain nombre de pathologies qui sont peu souvent évoquées parce qu'on n'y pense pas, on n'est pas formé à ça, on n'est pas encore suffisamment imprégné de cette évolution progressive de la littérature qui concerne le cœur des femmes. Je crois qu'on est tous sous-optimaux, on n'y pense pas assez et on n'est pas assez méticuleux et exigeant. Pour le chirurgien également, c'est plus délicat de soigner le cœur d'une femme ? Non. Non, mais ça me fait rire. Mais la question, elle se veut sophistiquée, elle va essayer de te pousser un peu dans les couilles. Oui, je sais, mais j'ai répondu. Quand même, quelquefois, le naturel reprend le dessus. Je suis chirurgien et je le reste. Et donc, je vais vous dire, on ne peut pas soigner une femme différemment d'un homme, en ce sens que nous agissons sur quelque chose d'organique. Vous avez vu que nous parlions des hormones, de la génétique, nous parlions de l'influence du contexte environnemental, psychosocial. Au moment où vous arrivez en salle d'opération, tous ces facteurs s'effacent. Le cœur d'une femme réagit à la chirurgie comme celui d'un homme. Voilà. Donc non, là je vous déçois, mais j'ai beaucoup cherché depuis quelques années, j'ai vu les différences, mais pas à ce niveau-là. Il y a une façon, alors tout à fait une anecdote, une façon ancestrale de soigner différemment les hommes et les femmes. Il y a un syndrome dont je vous ai parlé brièvement tout à l'heure qui s'appelle le syndrome de Brugada, qui est une maladie très très spécifique, qui donne des troubles du rythme cardiaque très très graves, on en meurt, il y a des morts subites dans ce syndrome qui est lié à une anomalie de la paroi antérieure du ventricule droit, à la surface duquel il y a des cellules qui ne fonctionnent pas bien, et donc les transferts d'ion-sodium ne marchent pas bien, et les gens développent des troubles du rythme. Et ça concerne surtout les hommes. Alors, en Thaïlande, où c'est fréquent, il y a une maladie qu'on appelle le Lai Tai, qui est celle-là, mort subite, chez les hommes jeunes qui ont un syndrome de Brugada. Sauf que Lai Tai, c'est un vieux terme, et Brugada, ça date des années 90. On l'appelle toujours le Lai Tai en Thaïlande. Eh bien, les hommes se sont adaptés de telle manière qu'il est coutumier en Thaïlande, au moment du mariage, un homme jeune, donc menacé par le syndrome de Brugada ou le Lai Tai,
se déguisent en femme pour la nuit de noces, parce que la croyance locale est que les femmes sont protégées de la mort subite, et il y a une malédiction, il y aurait une malédiction qui fait que les hommes sont menacés, mais s'ils sont déguisés en femmes et qu'ils passent la nuit de noces, ils ne vont pas mourir. C'est une croyance, hein, bien sûr. Ils trompent les dieux. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de pathologies strictement masculines et auxquelles les femmes échappent? Au sein de la prostate. Des pathologies cardiaques. Alors, je suis désolé, là, vous touchez le fond de mon inculture médicale. De pathologie cardiaque. Oui, j'ai bien compris, madame. Je ne fais pas de diversion avec la prostate comme M. Sergi, qui a botté en touche, je vais le dire très facilement, mais non, pas du tout. Je ne sais pas. Vous parliez de la pharmacologie, des médicaments, vous expliquiez qu'il y avait de grosses différences entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'il y a des médicaments réservés aux femmes, indépendamment des oestrogènes ou autres, ou est-ce que c'est juste une question de dosage? Alors là, vous touchez un sujet qui, je vous répète, on vient à peine de le comprendre, de le savoir, et vous touchez un sujet auquel je crois pas grand monde, si des personnes ne peut répondre. Probablement qu'il y a des médicaments qui ne devraient pas être donnés aux femmes. Et en dehors du fait que les mêmes médicaments devraient être dosés différemment parce que leur interaction et leur cinétique est différente, il y a probablement des médicaments qui ne devraient pas être donnés aux femmes. Mais lesquels, on ne sait pas. Mais il a raison, il n'y a pas de réponse nette. Le critère principal pour doser un médicament, souvent, c'est le poids. Quand le rein fonctionne normalement, le foie fonctionne normalement, on va se baser que sur le poids. S'il y a des dosages adaptés, ça sera essentiellement fait en fonction du poids, mais pas du sexe. Est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution de ce côté-là qui s'impose? C'est difficile. À l'état actuel des connaissances, il y aura peut-être probablement une évolution à avoir, mais pour ça, il faudrait être très certain que pour un médicament, il y a une différence très très nette, visible immédiatement, avec des symptômes qui ne sont pas les mêmes, une réponse qui est différente, et c'est pas si subtil que ça, enfin, c'est pas si net, je veux dire, que ça. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse à cette question. Vous pensez qu'il est aujourd'hui indispensable de développer les connaissances en matière du cœur des femmes précisément, parce qu'on a vu que ces études sont récentes, et même les études les plus récentes s'intéressent davantage aux hommes qu'aux femmes. Alors je vais vous retourner la question. Si je vous répondais non, vous penseriez que je suis saint de corps et d'esprit ou Peut-être sexiste, juste. Ah ça oui, mais oui. Non mais attendez, comme disait Sacha Guitry, je suis contre les femmes tout contre. Donc non. Alors soyons sérieux 2 minutes. Évidemment que oui. Pourquoi? On peut être contre autre chose, mais alors là, c'est pas du tout mon genre. Alors, je crois que il faut naturellement qu'il y ait un effort fait. Mais je vous répète que là, on a des blocages considérables. C'est-à-dire, il y a des blocages de connaissances d'abord, en première phase. Après ça, il y aura des blocages de l'industrie pharmaceutique, parce que ça va être extrêmement difficile qu'une industrie pharmaceutique se mette à développer des molécules ou des médicaments nouveaux spécifiquement adressés à... Parce qu'alors à ce moment-là, vous savez ce qui va se passer. On est dans un monde qui est un petit peu fou quand même. On le voit tous les jours pour tout. Et si on commence à développer des médicaments spécifiques pour les femmes, on va débloquer des médicaments spécifiques pour les noirs, pour les asiatiques, on va pas s'en sortir. C'est-à-dire que il y a une grosse différence entre les femmes et les noirs. Non, attendez, là ne vous méprenez pas sur ce que je viens de dire. C'est pas un amalgame, c'est qu'à partir du moment où il y a une différence génétique, à partir du moment où il y a une différence d'expression génétique, il y a forcément une différence d'absorption des médicaments et de la cinétique. Ça, c'est vrai pour tout. Alors aujourd'hui, on ne le constate pas. Mais regardez l'industrie cosmétique, qui a un retour sur investissement qui est bien plus important que la pharmacie. La cosmétique, c'est pas trompé. Aujourd'hui, il y a des produits de maquillage spécifiques aux Asiatiques, spécifiques aux femmes noires, spécifiques aux femmes blanches. Il y a des shampoings différents, il y a des colorants différents. Pourquoi? Parce qu'on sait que les peaux ne sont pas les mêmes, on sait que et donc, ça existe, ça. Il y a même des cosmétiques pour les hommes.
Oui, non, mais attendez, là, on va parler là, vous parlez d'un marché de niche, mais bon, si vous voulez rentrer dans le domaine, je n'y connais rien. Donc, mais en tous les cas, c'est pour vous montrer que ça n'est pas un amalgame gratuit de dire ce que vous essayez de me reprendre sur femme et noir. Non, c'est pas ça. C'est qu'à partir du moment où il y a une expression génétique différente, il y a probablement des produits adaptés. Le problème de l'industrie pharmaceutique, c'est qu'aujourd'hui, étant donné les phases de sécurité qui sont nécessaires pour arriver à ce qu'un médicament arrive sur le marché, car vous savez qu'aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques font face à ce qu'on appelle les class actions, c'est-à-dire que vous avez 1000 personnes qui ne sont pas contentes, qui signent une pétition, qui vont en justice et qui écrasent comme un rouleau compresseur un laboratoire. Je ne suis pas en train de défendre les laboratoires comme des pauvres, les innocents qui doivent être défendus, ils ont sûrement des torts. Mais aujourd'hui, mettre sur le marché un produit demande des efforts et des investissements colossaux. Il faut faire très attention. Il y a des politiques aussi qui pensent que c'est facile d'aller prendre de l'argent dans la poche des laboratoires qui gagnent beaucoup d'argent avec certains médicaments. Je pense que la recherche et le développement sont indispensables et pour ce faire, il faut gagner beaucoup d'argent pour réinvestir. Et que si on croit qu'on va arriver à matraquer et imposer des médicaments de genre, ça va être très difficile. C'est tout ce que je voulais dire. Vous-même, professeur Sao? Je ne crois pas qu'on y soit à l'heure actuelle, non. Parce que je pense que même s'il y a des différences, la pertinence de ces différences ne me semble pas suffisante à l'heure actuelle, en tout cas de ce que je connais, pour que ça justifie des études refaites en fonction du genre. Je ne crois pas. Il ne me vient pas à l'esprit de médicaments qui soient si genrés que ça, et pour lesquels il y a une pertinence de différence qui justifie les études. Qu'est-ce qu'on pourrait préconiser pour combattre ce fléau des maladies cardiaques chez les femmes? Ce serait le mot de la fin avant que je vous passe la parole dans la salle. Demandez à M. Saoudi. Moi, j'écoute. Alors, merci. Les domaines qui sont à développer, où justement le genre est pris en question, est pris en compte, me semble devoir faire l'objet de recherche. Je vous ai parlé des stress là, tout à l'heure, mais le stress, il est quand même, de toute façon, et c'est un reflet de la position de la femme dans la société et dans l'histoire de l'homme, le stress est quelque chose de plus spécifiquement féminin que masculin. Le film d'Elisabeth Depardieu dit la même chose. Alors, c'est même très clair, la femme, elle travaille, elle n'a pas autant de chance que les autres, elle s'occupe des gosses, enfin bref, elle en fait 10 fois plus que l'homme, et elle est moins bien considérée, et ainsi de suite. Il y a une forme de stress, et ça revient à dire une société où la femme sera plus équilibrée dans son évolution, dans son vécu, et dans sa perception par l'ensemble de la société, probablement aboutira à une diminution des mortalités cardiovasculaires. Et dire par là que ce sont les hommes qui stressent les femmes. Mais non, attendez. Alors là, j'interviens. Attendez, on n'a jamais demandé aux femmes d'être l'égale de l'homme. C'est impossible. En tout cas, attendez, en tout cas, les femmes sont l'égale de l'homme et dans d'autres domaines. Or, le vrai problème de la société, c'est que les femmes ont voulu elles-mêmes, à travers leur liberté, devenir l'égale de l'homme. Les femmes qui ont voulu travailler, parce que s'occuper d'un enfant à la maison, c'est pas très rewarding. Excusez-moi, le mot ne me vient pas là comme ça, mais récompensant, je ne sais pas comment dire, gratifiant, merci. Et donc, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, le fait de travailler, le fait d'avoir toutes les charges, comme il vient de le dire et comme le film le montre très bien, des charges à la maison, des charges familiales, des charges professionnelles, c'est un stress. C'est vrai qu'à côté de ça, un homme ne fout rien, parce qu'entre nous, à part aller travailler, un homme n'a pas vraiment d'autres charges. Et donc les femmes se sont collées au prétexte de l'égalité des hommes et des femmes, des devoirs, et se sont imposées elles-mêmes des devoirs qui, ne dites pas que c'est les hommes qui leur ont demandé de travailler. Si, vous m'avez dit ça. Vous m'avez dit ça, je ne me laisserai pas faire. Est-ce que vous voulez avoir le mot de la fin, professeur Saoudi? Moi, je crois que les femmes accèdent à un statut social, ou ont accédé, presque, pas tout à fait, parce qu'il y a encore plein de marqueurs sociaux qui ne sont pas égalitaires, mais accèdent à un statut qui me semble naturel. C'est toute l'histoire antérieure qui ne l'était pas. Et je vais alors faire mon féministe, là, pour le coup, dans l'histoire, mais je crois vraiment en ça. Je crois que les femmes ont raison de postuler au
divers postes dans la société dans laquelle elles sont, ont raison de vouloir faire tout, et c'est aux hommes de s'adapter. Et les Scandinaves peuvent peut-être nous donner des leçons en la matière, où il y a beaucoup plus d'hommes qui prennent en charge l'élevage des enfants, l'éducation. Et je crois que c'est naturel, et j'ai l'impression qu'on a tout à gagner à évoluer vers une société beaucoup plus égalitaire que n'a été jusqu'à maintenant. Chers amis, on va vous passer le micro maintenant. C'est très intéressante et j'ai beaucoup appris également. Je souhaitais juste dire un mot sur l'industrie et rassurer les femmes ici présentes sur les recherches faites par l'industrie. Vous nous avez montré que maintenant, vous voyez qu'il y avait plus de femmes, qu'elles étaient plus concernées par les maladies cardiovasculaires. Donc, en conséquence, même s'il n'y a pas vraiment un genre différent pour les médicaments aujourd'hui, mais les futures études, vu qu'il y a plus de femmes concernées que d'hommes, seront adaptées à la population diagnostiquée. Donc, les futurs médicaments seront étudiés avec nous aussi, au même titre que l'homme. Enfin, c'est évident. Après, j'ai juste une question. Je suis de l'ancienne école, donc j'avais effectivement appris aussi que les femmes étaient protégées des maladies cardiovasculaires, beaucoup plus que les hommes, en tout cas jusqu'à la ménopause. Mais en voyant les courbes, je crois que c'est vous, M. Saoudi, qui les avez montrées, on se rend compte que les risques pour les femmes sont en particulier le tabac, la pilule contraceptive, l'association des lieux encore plus. Est-ce que le fait qu'il y ait plus de femmes aujourd'hui par rapport à l'époque n'est pas juste dû au fait que les femmes, depuis la guerre, se sont mises à fumer et pas qu'elles sont sous-diagnostiquées? J'arrête, ma question est longue. Non, je ne crois pas. Ça a été étudié, ça évidemment. Le fait d'être soumise au même facteur de risque que les hommes, tabagisme, cholestérol, mode de vie, enfin, d'avoir un mode de vie qui se rapproche dessus des hommes, explique à peu près 20% de la différence. Il y a à peu près 80% de la différence qui est génétique, enfin, qui est liée au fait d'être une femme. L'exemple, c'est la dysfonction microvasculaire par rapport à l'athérosclérose, des gros troncs en arrière. Ça, c'est spécifiquement féminin. Ou l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée, c'est des choses qui sont spécifiquement féminines. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Là, ça met à nouveau en évidence le fait que le stress, c'est un mot tellement flou. Normalement, c'est très difficile à définir le stress. Et je n'ai pas de définition honnête à vous proposer, mais là, vous parlez de arythmie, qui est un mot qui lui-même d'ailleurs est assez flou, parce qu'il y a plusieurs insertions qu'on appelle arythmie en général, stricto sensu. Si on étudie la structure du mot, arythmie, c'est absence de rythme. Sous-entendu, absence de rythme normal. C'est sous-entendu dysrythmie, c'est plus approprié. Ça, c'est le terme général, et le terme plus spécifique à l'intérieur du monde médical, c'est fibrillation auriculaire. Ça, c'est le trouble de rythme cardiaque le plus fréquent, dont le nom total est arythmie complète par fibrillation auriculaire. Mais ce n'est pas un stress, sauf à être un stress au même titre que toute maladie dont vous souffrez. Parce que ça vous stresse, une maladie. Dès que vous êtes malade, vous n'êtes pas content, vous êtes sous tension, vous vous demandez si vous allez vivre, c'est plus. Donc vous êtes stressé, vous avez une pression psychologique nette. Mais c'est plutôt l'arythmie qui est responsable du stress que le stress responsable de l'arythmie. Encore que ça puisse... En tout cas, ce n'est pas synonyme. Le stress, un deuil, une déception, n'importe quoi, peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, parfois mortels. Il y a des gens qui meurent avec des nouvelles très très désagréables, qui font une mort subite en écoutant ces nouvelles-là. Pas très fréquent, mais enfin, ça arrive, surtout si on a une maladie cardiaque préexistante. Mais c'est pas synonyme. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à ajouter. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le travail, il y a aussi le mode de vie, le tabac et la contraception. À partir de 85, peut-être un tout petit peu avant, mais très sincèrement, je crois qu'il y a beaucoup d'autres facteurs environnementaux. Contredire un peu ce que vous disiez à propos des hommes qui foutent rien à la maison. Bon, il y a de plus en plus d'hommes qui amènent leurs enfants à l'école, par exemple. Lorsqu'on touche le cœur, est-ce que l'arythmie se déclenche automatiquement? Excusez-moi de rire, Dieu merci que non. Non. En général, alors il peut y avoir en post-opératoire des réactions inflammatoires qui peuvent amener à un passage en arythmie chez quelqu'un qui aurait des tendances. Et en général, on a des moyens à la fois pharmacologiques, voire un choc électrique, pour ramener le malade en rythme régulier. Mais la chirurgie ne s'accompagne pas d'une augmentation de l'arythmie. Je dirais même que, par exemple, si vous prenez
l'arythmie, moi je ne vais pas rentrer dans l'arythmie, surtout qu'il y a Nadir Saoudi qui connaît ça beaucoup mieux que moi. Enfin, je traite des arythmies en opérant des malades, en particulier de la valve mitrale. Il y a des causes, soit de vieillissement qui entraînent une dégénérescence du tissu de conduction électrique et qui entraîne une arythmie sans substrat anatomique. Et puis il y a des malades qui ont une arythmie liée à une maladie valvulaire qui entraîne une distension de l'oreillette gauche, principalement l'insuffisance mitrale, mais même les rétrécissements optiques. Et à ce moment-là, on sait, en traitant la valve mitrale, qu'on peut traiter l'arythmie si elle est installée, et on peut la prévenir parce que l'oreillette gauche va diminuer de taille, et que l'incidence d'arythmie, alors là j'ai les chiffres dans la tête précisément parce que je vais aux États-Unis dans un mois présenter une série de mitrales, de 600 mitrales opérées ici à Monaco, et donc je connais le résultat exact. En préopératoire, on avait 32% de malades qui faisaient de l'arythmie. En post-opératoire, avec 5 ans de contrôle, jusqu'à 6 ans de contrôle, on a 12%. Donc la réduction de la taille de l'oreillette impacte directement sur l'arythmie. Donc c'est le contraire. Oui. Ah non, mais attendez, on pose une question. Non, mais absolument. C'est vrai, c'est Non, là, on ne plaisante plus. Hein. Je suis bien d'accord. L'influence du tabac. Donc, je trouve que vous avez été bien sévère avec les hormones féminines. Les hormones féminines, il y en a différentes catégories, et c'est comme les médicaments, il y en a de toutes les sortes. Les études américaines qui ont été faites, et notamment celles de Framingham, mais celles qui ont suivi, ont déclenché de véritables tsunamis chez les femmes, parce que les Américains utilisent des hormones qui sont faites pour les juments. Or, les juments n'ont rien à voir avec les femmes, avec cet être merveilleux qu'est la femme. Et toutes les études faites aux États-Unis sont faites avec le Premarin, qui est une hormone que nous n'utilisons plus depuis des années en France. C'est la même chose pour la progestérone. Il faut donc faire une différence entre les études françaises et les études américaines. Nous avons de bien meilleurs résultats. Et ce qui est catastrophique, c'est bien entendu l'utilisation des hormones et du tabac, mais les hormones ne sont pas si mauvaises que ça, on le sait aujourd'hui. Et enfin, je voudrais terminer avec une note d'espoir pour vous, M. Dreyfus, puisque vous savez que je suis un adepte des nouvelles technologies. Il y a une application qui est en train de se faire pour créer un jumeau digital, c'est-à-dire de la même façon que les aviateurs, les pilotes apprennent à piloter dans des cabines de simulation, la même compagnie, c'est-à-dire Dassault, est en train de faire des simulations de l'individu. C'est-à-dire qu'on va créer, à partir des données que vous allez donner, votre propre jumeau à qui on va donner un médicament et on va vous dire, avec ce médicament, en l'utilisant de telle façon, vous allez avoir tel risque, telle façon, telle pharmacologie, et on va pouvoir vous dire, prenez ce médicament à 8 heures, il va faire d'effet jusqu'à 10 heures, prenez ce médicament à midi, il va faire d'effet jusqu'à 6 heures d'après-midi, et puis après il faudra reprendre un autre médicament. Donc c'est une ouverture qui va arriver rapidement, parce que les essais sont en cours à l'heure actuelle, pour faire une différenciation dans la pharmacologie. Magnétique sur tous ces problèmes cardiaques, parce que ça crée un sous-stress permanent, et c'est la problématique, le cœur est tout le temps stressé, et tout l'organisme peut développer des pathologies. Et les femmes ont travaillé à partir de 84, il y a les ondes, enfin les inductions, avec toutes les plaques à induction, les micro-ondes et tout, et le fait qu'elles ne s'occupent plus de la nourriture finalement. Elles n'ont plus le temps, ou moins de temps. Question complexe, mais moi je n'ai pas de réponse particulière, si ce n'est que les plaques à induction interfèrent avec la cardiologie via des pacemakers, mais ça c'est différent, ça dérègle les pacemakers, mais je n'ai pas de notion d'influence électromagnétique qui agit directement sur le cœur. Moi j'ai été confrontée à ça personnellement, et je peux vous dire que ce côté tachycardie, côté cardiaque, on le sent. Et les hommes qui portent souvent vous portez les téléphones portables près du cœur, c'est pas souvent non plus. Professeur Dreyfus, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus sur les femmes qui restent en cuisine avec les ondes électromagnétiques? Je vous remercie de la question. Décidément, vous m'avez. Non, vraiment, je ne sais pas ce que je vous ai fait, mais Alors, écoutez, je ne connais rien aux femmes en cuisine et au four à micro-ondes. Ce que je peux vous dire, c'est que les ondes électromagnétiques, à mon avis, excusez-moi madame, ont bon dos
par exemple, il est dit dans les avions d'éteindre les téléphones, c'est uniquement pour pas qu'il y ait la pagaille et que tout le monde téléphone. Il n'y a aucune interférence entre les ondes électromagnétiques des téléphones et les systèmes de navigation des avions. Ça, je peux vous le confirmer. Je ne vais pas commencer à raconter ma vie, mais bon, voilà. Je voudrais juste conclure sur un point, parce que ça me paraît important. Le stress, c'est un espèce de grand fourre-tout. Le stress, c'est quelque chose de très positif s'il vous permet de faire quelque chose. Il n'y a jamais quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui fait quelque chose, qui construit quelque chose sans stress. Le stress, c'est quelque chose de naturel. L'adrénaline est une réaction naturelle, physiologique de l'être humain. Le stress qui ne sert à rien et qui vous ronge est un stress négatif. Donc mettre le stress dans un fourre-tout et dire je suis stressé, il y a quelqu'un qui sert des boulons chez Renault qui est stressé. Et il y a quelqu'un qui dirige 200 000 personnes qui est stressé. Et on va avoir le même vocable pour deux phénomènes physiologiques, qui l'un est très positif et l'autre est très négatif. Je crois qu'il ne faut pas mettre le stress à toutes les sauces. Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur Saoudi. Merci de vous être prêté au jeu, parce que c'est pas facile de prendre le micro et de répondre à des questions qu'on n'a pas forcément préparées. Merci aussi pour vos diaporamas qui étaient particulièrement instructifs pour nous tous. Et maintenant, vous pouvez prendre un verre si vous le souhaitez, un café, et rencontrer un professeur.